Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 333 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est les previews, mais les previews de la conférence Est, cette fois-ci après avoir fait l'Ouest. Aujourd'hui, conférence Ouest avec Frédéric Yang de Basket Session et de sa chaîne YouTube Better Athlete Basketball. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petite étoile. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour faire la preview, cette fois de la conférence Est. Aujourd'hui, les 15 équipes, on va les passer au crible. Vous allez voir le format que vous connaissez normalement. Et aujourd'hui, pour faire ceci, on reçoit quelqu'un qui, comme tout bon fan de Orlando, du Orlando Magic, pense que l'efficacité et le True Shooting Plus a été inventé par des petits geeks de Excel juste pour se moquer et dire que Paolo Banchero était pas bon. C'est Fred aujourd'hui. Comment ça va, Fred ? Ça va très bien, Guillaume, et j'espère que tu vas bien, mais sache que non, je suis plutôt de ton côté, même si bon, évidemment, je suis un peu plus partagé parce que je reste un fan du Magic, mais moi, je comprends complètement ton point de vue, et il n'y a pas de souci, on va parler de basket de toute façon, donc ça fait plaisir. On va pas reparler de Banchero, on a déjà beaucoup parlé d'ailleurs ensemble, mais en plus on était d'accord quand on a parlé dans les bilans 2024, on peut vous renvoyer vers ça. Bon, évidemment, alors Frédéric Yang d'un peu partout, alors de ta chaîne YouTube énormissime, de Rivers de Basket Session, et notamment le moment promo, l'actu, c'est qu'il va y avoir un nouveau MOOC qui va sortir sur les petits, ça. C'est ça, les joueurs de petite taille, de manière générale, parce qu'il n'y a pas que des arrières, que des meneurs de jeu, on parle aussi des intérieurs undersize, et ouais, c'est vraiment un numéro génial que je vous recommande, et qui est disponible justement en précommande dès maintenant avec les frais de port offerts. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, rendez-vous sur le site de Rivers Basket Session pour checker ça. Et puis Basket Session, toujours un peu au fur et à mesure de l'année, parfois des podcasts, parfois des CQFR, etc. Mais non, comment dire, est-ce que vous avez bouclé le MOOC avant l'arrivée le petit de Memphis là, tu l'as vu ou pas, le petit japonais là? Oui, bien sûr. Il est fascinant aussi celui-là. Kawamura. J'ai fait une petite blague d'ailleurs sur mes réseaux sociaux en disant que c'était le meilleur promoteur possible pour ce nouveau MOOC. Non, enfin en gros on l'avait déjà bouclé quand il a commencé à faire ses perfs avec Memphis, mais on l'avait vu de toute façon au JO avec le Japon. Mais en tout cas, juste pour je vais pas spoiler énormément, mais en tout cas, il y a plein d'articles divers et notamment sur le small ball de manière générale. C'est un article que j'ai écrit, donc je peux en parler. Je pars des Warriors, de la death line-up des Warriors, pour en fait aller sur quelque chose de beaucoup plus global en parlant des origines justement du small ball et également l'évolution de ce small ball. Et est-ce qu'on peut vraiment parler de small ball dans le sens où en fait c'est plus des compétences que plus une question de taille en fait. Enfin, ouais. Je veux pas trop spoiler ce que j'ai mis dans l'article, mais en gros, il y a un peu de ça dedans. Le but n'était pas d'être petit, le but était d'avoir certains skills, et en l'occurrence, c'était les petits qu'il avait un peu au début. Mais ça a tendance à évoluer parce que maintenant les grands ont aussi ces skills, donc ça va être la folie. La taille va recommencer, ça va regrandir. Non, je sais pas, mais allez lire évidemment le MOOC, bien entendu, Basket Session Rivers et puis Fred qui a participé. Mais ouais, ce que je trouve fascinant, avec ce japonais, c'est que on voit à quel point les athlètes NBA sont des monstres en fait. Parce que le mec il fait 1m72, 73, un truc comme ça, le japonais là. Donc en fait c'est un mec normal. Donc et tu vois qu'en fait il fait 4 têtes de moins que les autres quoi. Donc en même temps c'est cool, on se dit ah ouais, c'est un mec normal comme nous quoi qui est au milieu de géants, mais on se rend compte à quel point à côté les autres c'est des géants en fait, hein, littéralement. Ah, c'est des monstres. C'est des monstres hein. Ouais, vraiment. En plus la NBA c'est une ligue d'athlètes. Bah oui, parce que même tout ce qui est Isaiah Thomas, c'est tout, même les petits, en vrai, les petits, ils font quoi? Ils font 1m90, grosso modo. Donc c'est quand même des grands pour le reste de la société. Mais bref, donc le MOOC, évidemment, Basket Session, vous connaissez. Et donc Fred, tu as accepté cette invitation aujourd'hui pour les previews. Notre format des previews. Moi, je suis pas hyper fan de preview parce que je trouve ça très dur de dire il va se passer ça. Donc, ce qu'on essaie de faire sur le Basket Lab, c'est on essaie plutôt de dépeindre le champ des possibles. C'est un peu ça l'idée. Donc, on va prendre un peu cette fois la conférence Est, les 15 équipes, même si on va aller plus rapide pour certaines que pour d'autres. Mais le but, c'est pour les 15 équipes, très rapidement, non pas dire ils vont faire ça, ils vont faire tant de victoires, ils vont être tant placés dans la hiérarchie, mais plutôt de dire quel est un peu le point de bascule qui peut faire que si ça marche, ça bascule du bon côté ou sinon du mauvais côté. Le point de bascule, le point clé pour la saison de telle ou telle équipe, puis le scénario optimiste
où ça se passe bien et puis le scénario un peu pessimiste. Si ce format te va, on peut démarrer d'entrée de jeu, Fred. Et donc, je peux te poser la question, avant même de te lancer sur une équipe en particulier. Au niveau de la conf, combien tu as d'équipes de tanking à peu près assurées, ou en tout cas d'équipes où tu es à peu près sûr que ça fera pas grand-chose? J'en ai mis 5. Après, il y a quelques équipes, enfin, il y en a une en particulier qui m'intrigue et j'attends vraiment de voir ce qu'elle va proposer cette année. Mais pour le coup, par rapport à ton introduction, on va parler de Paulo Banchero aujourd'hui. Oui, on parle de la c'est conférence. C'est vrai, ça pourrait être un des points de bascule d'une certaine équipe de Floride. Mais alors les 5, c'est quoi les 5 que tu as en tant qu'équipe nulle? C'est Brooklyn, Charlotte, c'est ça? Brooklyn, ouais, Charlotte, j'ai mis Washington évidemment, Détroit, et bon, ça va peut-être pas plaire à certains, mais j'ai mis Toronto aussi. D'accord, ok. Alors on peut commencer très facilement, on peut expédier peut-être Brooklyn. Alors sur Brooklyn, Est-ce que tu as un point de bascule pour Brooklyn, ou est-ce que de toute façon, même scénario maximum, ce sera de ne pas être en playoff? Est-ce qu'on a un truc pour Brooklyn ou pas? Moi, j'attends juste de voir en fait ce que peut proposer Jordi Hernandez. C'est ça son nom, hein. C'est Hernandez. Des fois, je confonds. Je sais plus si c'est Fernandez ou Hernandez. je vais vérifier parce que tu me mets le doute. Mais en tout cas, j'aimerais voir en fait s'il est capable de devenir un peu le Will Hardy de l'Est, c'est-à-dire d'avoir cette équipe en reconstruction, mais finalement il tente plein de choses et il y a des choses voire des choses qui fonctionnent, que ce soit au niveau offensif ou défensif. Après, moi je suis vraiment intrigué aussi par la direction vraiment de cette équipe, même si on sait qu'elle va tanker, mais est-ce qu'il y a un projet comme Thomas? C'est des choses que je veux voir. Est-ce qu'au cours de la saison, on va comprendre que finalement, il y a quand même une direction dans cette équipe, même si ça va tanker? Moi, c'est vraiment mon interrogation, mais de toute façon, on ne devrait pas avoir une équipe qui va lutter pour le play-in. Oui, parce qu'il y a ni le talent ni les velléités non plus, je pense. Je pense qu'on est sur une équipe qui a pas mal de mecs un peu à revendre, à mon avis. Moi, j'avais un peu mis ça pour un point de bascule, c'est à quel point est-ce qu'on arrive à revendre, grosso modo, à faire du recel. Mais Dorian Finney-Smith, évidemment. Cam Johnson aussi, qui pourrait partir. Ils viennent de récupérer Bojan Bogdanovic, mais je pense qu'il pourrait aussi repartir quelque part, le Bojan en cours d'année. Presque le truc, c'est aussi Nick Claxton qui est peut-être le cas le plus intéressant, qui vient de re-signer. Est-ce qu'il va se faire échanger cette saison en février ou plus tard? On verra, mais on est d'accord, on peut l'expédier rapidement. Même le scénario idéal, le scénario où ça se passe bien, on n'est pas en playoff. Donc expédions ceci. Qu'est-ce que tu avais d'autre? Les Hornets, tiens d'ailleurs, quel est ton point de bascule pour les Hornets? Justement, c'était l'équipe que j'attendais de voir. Ils ont un nouveau coach, du coup, Charles Lee, qui était assistant à Boston. Et avec le retour de la Melo Ball, j'ai envie de voir cette équipe. Je veux voir en fait si cette équipe est capable de proposer quelque chose de différent, en tout cas en attaque, avec pourquoi pas s'inspirer des Pacers. Je pense qu'il y a tout pour en fait que cette équipe devienne vraiment excitante à voir jouer. Et moi, c'est ce que je veux voir. Alors, des premières sorties qu'il a pu faire à la presse, là, Charles Lee parlait beaucoup de défense. Après être passé, tu vois, t'avais quand même un coach avec Clifford qui était spécialiste de la défense. Je pense pas que pour un groupe comme ça, ce soit le truc à mettre en avant, même si je peux comprendre. Mais moi, j'attends vraiment à ce que cette équipe elle passe un cap au niveau de l'attaque, avec justement un rythme effréné. Enfin, c'est ce que j'aimerais voir. Je sais pas si ça va se traduire sur le terrain et si c'est vraiment une volonté du coach. Mais pour moi, cette équipe, elle a tout vraiment pour devenir vraiment excitante à avoir joué et surtout, avec tous les joueurs que j'ai dit, donc la Melo Ball, Brandon Miller, le français Tidjane Salin que je vais suivre avec grande attention. Donc, je sais pas ce que toi tu en penses de cette équipe, si tu crois en eux un peu pour devenir une sorte d'équipe surprise qui va décrocher peut-être 30 victoires et peut-être à l'arracher un play-in comme ça surprise. Moi, c'est bien une équipe qui m'intrigue en tout cas. J'avoue qu'il y a pas mal de gens que j'aime bien dans cette équipe. Tidjane Salin, je suis très intrigué pour le coup, notamment. Mais non, mais tu vois, Grant Williams, je pense que c'est un vrai joueur NBA, un vrai joueur compétent. Josh Green aussi. Je pense que Brandon Miller, on va voir à quel point ça peut exploser par la suite. Bon, la Melo Ball aussi, mais justement, moi, c'était un peu mon point. C'était le point de bascule, j'ai mis la santé. Assez bête, mais assez basique, mais j'ai mis ça parce que on a un peu deux des pièces principales que sont la Melo Ball et aussi Mark Williams, qui est un peu le pivot titulaire qui est censé l'être, mais qui a beaucoup de problèmes de blessure lui aussi depuis 2 ans. Bon, mais voilà, point de bascule assez simple pour moi, c'est tout le monde est sur pied,
potentiellement, on pourrait avoir une équipe qui pourrait être très fun à regarder. Par contre, si on a un peu de nouveau comme l'an passé, Lamelo Ball qui fait encore 30 matchs, bon, ok, on va finir 14-15e et puis il n'y aura rien à voir, quoi. Donc, mon point de bascule, c'est ça. Et puis, scénario pessimiste, on va dire, oui, tanking ou en tout cas pas bon. Optimiste, je sais pas si j'irai jusqu'à play-in. Peut-être, mais vraiment le truc idéal où tout clique, hein, on est d'accord. De Lamelo qui devient All-Star ou All-NBA, le Brandon Miller qui explose, les role-players glue guy qui marchent. Vraiment idéal, on peut peut-être l'envisager, mais je suis quand même dans le bon scénario, je suis quand même assez bas, quoi, grosso modo. Ok. Moi, c'était vraiment dans le style de jeu. Je m'étais noté aussi ce truc-là, évidemment de la blessure ou pas de Lamelo Ball, mais vraiment rien que sur l'identité de cette équipe, en tout cas en attaque, parce que c'était une des équipes les plus faibles. Vu qu'a réussi à faire les Pacers, juste avec une identité qui était différente, moi j'aimerais bien voir les Hornets avec ce style de jeu, juste pour voir ce que ça peut donner en fait. Je suis d'accord. Donc toi, tu avais une fourchette haute en termes de scénario qui pourrait aller jusqu'au TT et le play-in éventuellement. Ok, bien tiens, avançons. Les Wizards, Washington Wizards. Est-ce qu'on a beaucoup à dire ou pas? Quel est pour toi le point de bascule de ces Wizards? Qu'est-ce qui pourrait faire que la saison soit réussie ou pas? Je vais peut-être te faire plaisir en parlant de Jordan Poole, mais s'il retrouve un niveau d'efficacité correct, déjà ça peut être plus sympa pour les Wizards. Après, on va pas se faire trop d'illusions non plus sur cette équipe. Ça reste quand même très très limité, très très faible. Je pense que là le but c'est de développer les jeunes. Moi j'attends de voir Alex Sarr, évidemment le français, voir s'il peut avoir un impact défensif dès sa première saison et voir si son tir à 3 points là qui commence à montrer, si c'est un truc qui peut être vraiment justement être sérieux sur une durée de toute une saison NBA. Donc à voir. Je t'avoue que j'ai pas trop de points de bascule. Je pense qu'on est sur une équipe qui est en plein reconstruction et surtout on est en début de cycle en fait. Et tu vois, il y a quelques éléments qui sont intéressants. Alors Koulibaly évidemment, Alex Sarr qui vient d'être drafté. Il y a plein de jeunes intéressants qu'on va pouvoir un peu tester. Bud Carrington aussi, le jeune porteur de balle qui a l'air intéressant. Mais presque le point de bascule, moi j'ai envie de dire à quel point est-ce qu'on peut arriver à faire flamber le truc avant d'échanger les mecs, quoi. Typiquement Jordan Poole, il a un gros salaire, mais c'est que 30 millions l'année. Pour l'instant c'est catastrophique parce qu'il est catastrophique, mais à quel point ils peuvent pas arriver à feinter, tu vois, le refaire un peu, le remettre sur pied pour 2-3 mois, 4 mois et dire on arrive à l'échanger, je sais pas. Mais tu vois, Poole, je suis pas sûr, mais quel Kuzma, Brogdon, à quel point on peut pas un peu remettre sur pied Brogdon. Et Brogdon, on est sur un contrat à 20 millions l'année. C'est un défenseur efficace qui peut jouer on et off ball. On a déjà vu dans des équipes compétentes. Est-ce qu'il y a de quoi un peu requinquer Brogdon avant de l'échanger? Est-ce que Valanciunas aussi, je pense que Valanciunas, il a signé son contrat. Il a fait un peu comme Georgie à l'époque. Georgie, il avait signé son contrat aux Kings après en partant de Utah où il était un peu meneur star de Utah. Il va aux Kings pour le contrat et en fait, il y va juste pour l'argent, sachant que 3 mois après, il allait être échangé. Je pense que c'est un peu pareil. Valanciunas, il va atterrir aux Lakers. On a tous compris, mais c'est juste que les Lakers pouvaient pas lui offrir le contrat, donc il prend l'argent à Wizards. Mais je pense qu'il va être échangé. Corey Kispert aussi, je me demande à quel point ce qui va être échangé. Voilà, je pense que même l'équipe, je suis pas sûr qu'elle ait des velléités de faire grand chose, et je suis même pas sûr qu'elle ait les capacités de faire grand chose. Donc l'histoire de la saison, ça sera développement des jeunes et revente un peu des plus vieux, en fait, j'ai l'impression. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. Oui, d'accord. Donc, expédions les Wizards, à moins qu'on ait une saison All-NBA de Jordan Poole, ce qui est totalement probable, selon moi en tout cas. Mais ok pour les Wizards. Tiens, les Raptors, t'as dit, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais les Raptors, tu les vois peut-être en play-in, dans ce groupe de 5 mauvais. Je peux te lancer les Raptors. Quel est ton point de bascule pour ces Raptors 2025 ? Moi, ce serait trouver un équilibre en fait entre Barrett, Barnes et Quickley. Je me pose des questions, tu vois, sur ces trois-là, sachant que, avec ça peut être Barrett et Barnes ou Barnes et Quickley j'ai l'impression que les trois ensemble, sur du long terme, ça peut pas fonctionner. Mais j'attends de voir, tu vois, je suis un peu curieux. La franchise va se construire autour de Barnes normalement, mais j'attends vraiment de voir ce qu'elle veut faire en fait avec ces trois-là, parce qu'il y a quand même du talent, mais pour moi l'équilibre est pas forcément simple à trouver entre ces trois-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire et si t'es plutôt d'accord ou pas. Je suis d'accord, mais après ce que j'ai bien aimé sur la fin de saison, c'est qu'on a vu que le coach était plutôt c'est Darko le coach des Raptors. Ouais, c'est ça. Plutôt pas mal créatif tactiquement et il s'est mis à utiliser Barrett différemment. Tiens, d'un coup il est efficace, mais pourquoi ? Parce qu'il arrête de prendre des pull-ups et il l'utilise en poseur d'écran. Il fait les fameux Paul Pierce cut depuis la ligne de fond pour aller s'installer au poste bas. Donc le côté cut, le côté poseur d'écran,
utilisation un peu plus variée, et bah tiens, c'est facile, il a des paniers faciles, il les met. Bah oui, c'est quand même pas mal. Donc ça c'est bien, même Scotty Barnes en un sens a été un peu utilisé de manière un peu plus variée que sous Nick Nurse, paradoxalement, alors que l'équipe était moins bonne. Mais donc on a ça. J'avoue que je peux, on va dire que le point de bascule, ça peut être une méga explosion de Quickley et Scotty Barnes, peut-être. Mais même dans ces cas-là, à moins que les deux deviennent All-NBA, All-NBA Third Team d'un coup l'an prochain. Mais même si c'est pas une explosion à ce point, j'ai du mal à voir que même avec un trio, comme tu dis, Barrett, Barnes et Quickley à haut niveau, je suis même pas sûr que ce soit suffisant pour faire basculer vers du play-in ou vers la 8e place, quoi. Je sais pas trop comment tu vois un peu la chose, mais je pense qu'on est plutôt en mode reconstruction développement de jeunes, et on va échanger tout ce qui est Jakob Poeltl, Bruce Brown, Kelly Olynyk. On va un peu faire de la revente aussi, j'ai l'impression. Ouais, bah ouais, c'est ça en fait. Ce que je voyais aussi, j'ai du mal à voir les trois exploser en même temps, Ouais. et d'en faire une équipe, tu vois, hyper compétitive. Donc ouais, je partage ton avis, hein. On est d'accord. Après, ça veut pas dire que, la saison va être mauvaise collectivement, ça veut pas dire que ça va pas être intéressant à suivre les cas individuels, hein. Assez clairement, tu vois, pareil pour Charlotte, pareil pour les équipes dont on a parlé, Washington aussi, suivre les jeunes, mais je suis pas sûr qu'il y ait de quoi faire basculer vers on a une équipe compétente et qui peut faire pas mal de trucs, donc. Ouais, ça peut viser le play-in quand même, en scénario optimiste. Toi, tu penses que Fourchette Haute peut aller au play-in, alors? Ouais. Okay. Dans cette conférence Est, j'ai l'impression que c'est assez dense sur les places du milieu, on va dire. Mais c'est possible qu'une équipe qu'on voit plus haut finalement se rate cette saison. Et c'est possible qu'il y ait une équipe justement surprise qui puisse grappiller un peu les miettes. Et les Raptors quand même, ils ont le bon profil parmi ces équipes, ces 5 équipes là qu'on cite. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas faux, surtout qu'il y a des équipes, on en parlera, mais des équipes qui étaient compétentes l'an passé, mais qui vont l'être beaucoup moins cette année, en 2025. Direction l'Illinois, par exemple. Mais on va en parler. Mais non, mais effectivement, on va dire qu'il y a une vraiment grosse explosion. On pourrait peut-être l'envisager. Mais alors, parmi les 5 que tu m'as cités au début, donc il nous reste les Pistons. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des Pistons? On en parlait un peu en antenne là, par rapport à la pré-saison. Tu avais l'air un peu charmé. Quel est ton point de bascule pour la saison des Pistons 2025? C'est moi la grosse interrogation, enfin en tout cas la curiosité, c'est Bickerstaff, ce qui va proposer, parce qu'on a vu que l'an passé avec Cleveland, il a eu un passage où il nous a mis beaucoup de jeux de mouvement, beaucoup de jeux off-ball, et c'est ce que j'ai vu là sur cette pré-saison, et en fait moi c'est ce qui m'a vraiment plu, tu vois, il utilise Fontecchio sur des sorties d'écran, des choses comme ça. Ça peut peut-être booster l'efficacité de Cunningham et Ivy, évidemment, parce que ça reste quand même le point de bascule, c'est l'efficacité de Cunningham. Ça reste le porteur de balle, celui qui a le plus gros usage. Donc, forcément, ça passera par lui. Mais justement, si ça marche pas, est-ce que Bickerstaff va oser miser sur du jeu en mouvement, parce que pour le coup, voilà, il a des joueurs qui sont intéressants. Ouais, j'attends de voir ça. C'est pour ça que pour moi, ça peut être un point de bascule. Voir si Cunningham progresse, et si c'est insuffisant, est-ce que Bickerstaff va miser sur plus de jeux off-ball comme il a pu le faire avec les Cavs quand il a eu des blessés? Je te rejoins que un des points de bascule pour moi, c'est l'explosion ou pas. On ne sait pas de Cade. Ça peut être vraiment le truc qui fait basculer la saison, mais plus généralement, je pense j'aurais presque envie de parler de l'attaque, en fait, moi, de à quel point l'équipe peut être bonne en attaque, parce que en fait, je pense que la défense, tu vois, bon, je dis ça parce que l'an dernier, ils étaient 25e ou 26e et 26e en attaque et en défense, donc nul des deux côtés du terrain. Mais vu l'été qu'ils ont fait, je vois pas où peut venir la valeur en défense, en fait. Il y a pas d'élément pour avoir une bonne défense, donc si l'équipe est compétente, à mon avis, c'est parce que c'est pas par la défense qui, à mon avis, va être nulle, c'est qu'on aura réussi un peu à gratter des points avec l'attaque. On a rajouté Tobias Harris qu'on a signé en free agent. Bon, c'est un projet. On a aussi Tim Hardaway Jr. qui va rajouter du shoot, au moins. Donc on a toujours Kate Cunningham, on a drafté Ron Holland, le jeune, on avait ramené Fontecchio aussi l'an passé, Malik Beasley est aussi par là maintenant, hein, au moins un peu de shoot. En fait, je vois pas du tout où est la défense, et je pense qu'elle sera pas là, mais selon est-ce que l'équipe sera compétente ou pas, c'est est-ce que plutôt que d'être 28e défense, 28e attaque, est-ce qu'on pourrait pas avoir un truc du genre 28e défense mais 12e attaque? C'est un peu l'attaque et le point de bascule à mon sens, quoi.
Ouais, bah, tu sais, j'ai mis ça sur mes notes dans le scénario optimiste. C'est l'équipe qui grimpe à 115 à l'offensive rating, qui est le niveau moyen de la ligue. Ouais, ouais. Donc, ouais, j'avais ciblé aussi ça parce que, comme toi, je vois pas comment cette équipe peut vraiment passer un cap au niveau de la défense. Mais par contre, voilà, avec tous les ajouts, c'est une équipe qui peut être très, très à droite derrière la ligne à 3 points. Et avec déjà une bonne adresse, ça peut changer beaucoup de choses pour cette équipe. Il y a 14 joueurs sous contrat à Détroit. Je vais te faire la liste. Tu cries et tu me dis stop quand tu entends le nom d'un bon défenseur, d'accord? Ok, on y va. Tobias Harris, Tim Hardaway Jr. J'aurais pu commencer par Thompson. Non, justement. Bon, allez, Oscar Thompson, ok. Après, c'est Tobias, Tim Hardaway Jr., Isaiah Stewart, Ron Holland, Jaden Ivey, Kate Cunningham, Fontecchio, Malik Beasley, Marcus Sasser, Dwayne Dedmon. Bon, bref. Enfin, s'ils sont déjà à 29e défense de NBA, ce sera un exploit, quoi, presque. J'exagère. Mais... Ouais, non, mais c'est sûr. On est d'accord. Il y a vraiment pas de matos, quoi. Voilà, il y a un peu Duren, Jalen Duren, et encore, c'est pas parfait, je trouve, défensivement. Il y a un peu d'Oscar Thompson, mais bon, on verra bien. Donc l'attaque, en effet, est-ce que donc je devine que tu as un scénario optimiste qui peut aller jusqu'à l'attaque est pas mal, donc ça joue le play-in? Non, même pas. Même pas, d'accord. Okay. Même si ça tourne bien, j'ai mis autour de 25 victoires pour un scénario optimiste. Ok. C'est déjà bien pour cette équipe. Enfin, je pense. Ouais, non, j'hésite. Est-ce que je les mets en play-in ou pas sur vraiment tout call? J'avoue que le fait que la défense soit à ce point cata, je suis un peu réticent. Je sais pas, mais bon, ok. Allez, si je vais dire play-in. Peut-être play-in, le 10e place. Genre, on est à la bataille pour la 10e place pour le scénario optimiste. Mais ok, et donc on peut avancer. Tiens, passons à nos amis les Chicago Bulls. C'est un peu à eux que je pensais quand je disais une équipe qui était compétente l'an passé, au moins dans la moyenne, et qui, à mon avis, va être moins forte. Quel est ton point de bascule pour les Chicago Bulls 2025? Ben moi, mon point de bascule, c'est s'ils arrivent à trader soit Zach LaVine, soit Vucevic, soit les deux. Ouais, c'est le burger quiz. Soit l'un, soit l'autre, les deux. C'est clair, parce que finalement, voilà, c'est pas facile, je pense, cette situation pour les Bulls. Je pense qu'ils sont vraiment, ils en ont conscience. Je pense pas qu'il y ait, si nous on arrive à s'en apercevoir, je pense qu'ils s'en aperçoivent aussi. Mais ouais, c'est clair que c'est une situation qui est compliquée à gérer. Moi, j'ai l'impression que là, LaVine, il a compris qu'il allait devoir jouer sérieusement s'il voulait partir. Donc, à voir en plus avec le retour de Lonzo Ball, là, qui a joué ses premières minutes et qui a plutôt bien joué. Ouais, pourquoi pas, voilà, une équipe qui trouve un peu d'âme, comme d'habitude, en fait, avec cette équipe-là, ça ressemble quand même à une saison qui va être le ventre mou, mais je pense pas que ce soit une bonne chose. Peut-être que le meilleur scénario en fait pour cette équipe, c'est que ça explose, que Delavine et Vucevic partent pour que justement ça puisse reconstruire depuis la base, et pourquoi pas avec Giddey, Josh Giddey, voilà, repartir sur un nouveau cycle en fait, ouais. Où tu comprends que en fait l'équipe actuelle est plafonnée, et en plus le plafond, c'est tu fais même pas les playoffs, avec une équipe que tu reconstruis peut-être par la draft dans les années à venir, parce que là clairement la situation elle risque d'être comme ça encore quelques années si ça bouge pas en fait. Je suis d'accord que pour moi le point de bascule c'est les échanges et le front office, mais parce que pour moi une saison réussie c'est pas une saison où ils font le play-in ou play-off. Pour moi une saison réussie c'est une saison où tu as réussi à échanger contre de beaux packages les mecs que tu dois échanger, en fait. Parce que, voilà, Zach LaVine, Vucevic, tu l'as cité, mais moi, je rajoute aussi là-dedans Lonzo Ball, qui est un excellent team joueur NBA quand il est sur le pied, mais déjà, on sait pas s'il est sur pied. Et puis, il y a aussi l'aspect de, il colle pas trop, voilà, tu reconstruis, t'as pas besoin d'un Lonzo Ball. Alors qu'au contraire, ça peut être un mec génial dans une équipe déjà compétente, donc un super role player dans une très bonne équipe. Donc, je pense que aussi lui, tu pourras le vendre assez cher, donc à voir à quel point ils arrivent à le vendre cher ou pas. Même Patrick Williams, alors bon, il vient de re-signer, il est assez jeune, mais bon, allez, on va dire qu'on peut encore l'inclure dans les jeunes, mais Kobe White aussi, pourquoi pas échanger Kobe White qui a plutôt un bon contrat et qui, il est pas mal, mais il a quoi, 24-25 ans déjà, et puis on a compris que c'était sympa, mais je pense pas qu'il y a un potentiel énormissime en termes de créateur, donc je suis pas sûr. Et après, t'as Dosumnu qui est un top 3&D, mais est-ce que t'as besoin d'un top 3&D dans une équipe qui reconstruit totalement? Je suis pas sûr. Et puis Torrey Craig aussi. Donc voilà, pour moi, le succès d'une saison réussie des Bulls, c'est une saison où tu donnes beaucoup de ballons à Josh Giddey, Jalen Smith, à des mecs comme ça, Matas Buzelis. Une saison en plus, tu finis
nul de chez nul. Tanking 15e de conf, comme ça tu peux être bien placé pour avoir Cooper Flag, pardon. Et en plus, c'est réussi si t'arrives à échanger Lavin, Vucevic, Lonzo Ball, des mecs comme ça contre des choix de draft et des trucs comme ça. Voilà, pour moi c'est ça une saison réussie des Bulls. C'est pas une saison où tu fais 39 victoires ou même 35, mais c'est une saison où t'as les jeunes qui ont joué, t'as eu des choix de draft en retour de tes trucs et t'es bien placé pour avoir la loterie, pour avoir Cooper Flag, en gros. Bah tiens, les Atlanta Hawks, si on remonte un peu par rapport à l'an dernier, les Atlanta Hawks, quel est ton point de bascule pour les Atlanta Hawks 2025 ? Contrairement aux Pistons, là, j'attends beaucoup plus de la défense. Oui. Parce que là, avec Dyson Daniels, avec Zachary Rizaché, l'équipe a récupéré 2 bons joueurs, deux bons défenseurs du point d'attaque. Et je pense que ça va, déjà rien que ça va améliorer, c'est censé améliorer considérablement la défense de cette équipe, sachant que l'attaque, avec Trae Young, s'il se blesse pas, ça va tourner. Hein. Enfin, normalement, ça devrait tourner. En plus, franchement, je suis tombé amoureux de Dyson Daniels pendant les JO. Là. Je le suivais très, très rapidement en NBA, mais là, en plus de le voir à l'œuvre, j'aime beaucoup ce joueur. Ouais. Oui, je suis d'accord que le point de bascule, c'est la défense. Parce que tu vois, l'attaque, ils étaient que 12e l'an passé, mais pour moi, je suis pas sûr que ce soit un point de bascule parce que je pense que ça va venir assez naturellement on redonne beaucoup de ballons à Trae Young. On sait que il y a des limites avec ce style de jeu, mais c'est des limites qui sont assez qu'on va retrouver assez loin, mais en attendant, c'est quand même hyper rentable d'avoir un Trae Young qui mène ton attaque avec du shoot en plus, on l'a dit, Zachary Zaché, des mecs comme ça. Donc je pense que l'attaque, elle va carburer pas mal. J'ai pas trop de soucis à me faire, mais par contre, à quel point ça peut être une top saison ou alors juste une saison moyenne ou mauvaise des Hawks, c'est à quel point la défense peut être bonne, quoi. C'est un peu là-dessus que je suis pas sûr où ça va atterrir et c'est un peu ce qui peut dicter si l'équipe est très forte ou alors pas forte du tout. Et les renforts ont été pas mal. J'attends aussi pas mal de voir comment on va se régler un peu la question du pivot, en fait. Avec un Clint Capella qui commence vraiment à vieillir et qui... Bon, il a jamais eu de gros minutages en carrière, mais encore, tu vois, l'an passé, il était à peine à 25 minutes par match, parce qu'il y avait quand même des soucis de santé, de défense, etc. De l'autre côté, j'aime bien Onyeka Okongwu, mais la défense, c'est pas ça. Autant l'attaque est intéressante, mais la défense, c'est pas ça. Donc, j'étends un peu ton point de la défense avec aussi la question du pivot. Comment est-ce qu'on peut arriver à régler ça? Ou alors, comment est-ce qu'on peut arriver à monter un trade en cours d'année pour aller chercher Nick Claxton, Jarrett Allen ou un mec comme ça, quoi. Ce serait top pour Claxton, clairement. Parce que en plus là, on cite les Daniels et Rizaché, c'est des très jeunes joueurs. Donc si tu arrives à choper un Claxton, ce sera un move de génie, mais je sais pas comment ils peuvent réussir à faire ça. Peut-être Bogdanovic qui a le plus de valeur sans trop affaiblir ce que veut mettre en place l'équipe. Pour moi, ce serait la seule monnaie d'échange, peut-être avec Hunter, je sais pas. Ouais, ou alors tu leur files Okongwu, tu dis Okongwu c'est un créateur, vous dans votre projet de jeune à Brooklyn, prenez Okongwu et puis prenez pas mal de choix de draft aussi, les trucs qu'ils ont récupérés dans l'échange avec les Pels pour Dejounte Murray. Non mais on commence un peu à partir sur le basket fiction là, mais je te rejoins, que la défense c'est un peu ce qui va dicter bien ou pas bien. Avec Dyson Daniels, avec Larry Nance, avec Rizaché, qu'est-ce que ça peut donner Rizaché dès l'année numéro 1? Est-ce que DeAndre Hunter va un peu se réveiller aussi et arrêter d'être une valeur neutre mais apporter un peu plus, on l'espère. Donc on est d'accord. Et alors, si on se projette, on n'est pas du tout le même calibre d'équipe que ce qu'on a fait pour l'instant. Jusqu'où ça peut monter? Quel est un peu ton scénario optimiste pour la grande saison des Hawks? Si ça prend, si la défense atteint la moyenne, on va dire, de la ligue et que l'attaque carbure un peu au-dessus, je les vois bien autour de 45 victoires avec une place directe en play-off, par exemple à la 6e place. Enfin, là encore, top 6, quoi. Ça reste de la fiction, mais je pense que ça peut monter aussi haut. Je suis d'accord et je me demande même si j'ai pas envie de dire scénario maximum, ça peut même passer un tour de play-off selon le match-up, tu vois, éventuellement. Alors c'est peut-être beaucoup, mais voilà, il y a quand même un style de jeu qui se transpose assez bien en play-off par rapport aux Hawks. On sait que l'attaque peut être pas mal, donc vraiment le truc idéal, scénario idéal de chez idéal, c'est top 6 comme tu dis, et puis un coup de chance, un coup de match-up, le bon match-up, on passe au premier tour de play-off, et sinon j'arrive pas à descendre plus bas que le play-in parce que l'équipe est trop compétente et qu'en plus on l'a dit,
il y a quand même 5-6 équipes derrière. Il y a trop d'équipes mauvaises en fait. Donc il y a trop d'équipes mauvaises, donc il y en aura une qui de facto va jouer le play-in alors qu'ils sont nuls. Mais je vois pas une équipe compétente comme les Hawks tomber plus bas que le play-in en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je les vois pas en dessous de 35 victoires par exemple. Tu vois, donc, oui. Ah oui, largement. Ça devrait suffire a priori pour le play-in à l'Est. Quoique je dis largement, mais cette année, ils étaient 36 victoires. Mais bon, on n'a pas parlé, mais j'attends aussi beaucoup de Jalen Johnson. Ça peut être aussi un point de bascule. Est-ce qu'il peut exploser beaucoup plus, voire même aller titiller un statut All-Star ou plus de création offensive. J'attends aussi pas mal. Donc voilà, scénario optimiste et idéal où tout clique. Je pense que ça peut être pas mal. Donc voilà pour Atlanta. On continue de remonter. Le Miami Heat qu'on n'arrive pas à cerner. Quel est ton point de bascule pour ce Miami Heat? Un peu à l'instar de ce que je t'avais dit sur les Raptors, c'est trouver un équilibre entre Tyler Hero, Terry Rozier et Jimmy Butler. J'avoue que les trois, en termes de profil, je les vois pas hyper complémentaires. Et donc, ouais, j'attends de voir comment Spoelstra peut réussir à faire matcher tout ça. Je t'avoue que moi, mon point de bascule, c'est le contractir de Butler. Mais moi, j'ai noté aussi quel niveau d'agressivité pour Jimmy Butler. Mais avec Hero et Rozier, tu vois, peut-être que ça peut jouer aussi, tu vois, sur son agressivité et justement ses tickets shoot. Bah, le truc, c'est qu'il veut un gros salaire, il veut une prolongation. On lui a pas donné encore, et le front office Miami lui a dit, mais non, mais faut que tu joues plus et faut que tu joues mieux. Enfin, mieux. C'est ça qui est frustrant, c'est qu'en plus, il joue bien, quoi. C'est juste que le mec a un volume de quatrième option d'équipe, alors que c'est censé être la première, quoi. J'exagère un peu, mais il y a un peu ce côté où son avantage, l'avantage de son profil, c'est la polyvalence, le côté ne pas vampiriser le jeu. Sauf que là, il pousse le bouchon un peu trop loin, pour le coup. Il y a un peu trop de se fondre dans le collectif, donc. En vrai, je rigole un peu, mais c'est un peu sérieux aussi, à moitié sérieux, parce que si on a un vrai Jimmy Butler qui prend beaucoup de volume, beaucoup plus que ce qu'il a fait l'an dernier, et qui va aller flirter avec les 30% du age, 31-32, la barre symbolique des stars, bah de suite, je pense que l'attaque va devenir beaucoup plus fonctionnelle. Donc, je pense que c'est un point de bascule assez évident. L'autre que j'aurais, et un peu plus, pour rigoler, non, mais à quel point est-ce qu'ils vont arriver un peu à faire le trade, enfin, parce qu'ils ont pas mal d'éléments pour faire des trades, du genre Hero, le contrat de Hero qui est à 29 millions, c'est quand même beaucoup, donc tu peux aller chercher un gros joueur avec ça. Robinson, bon, moi je préférais le garder, mais il est à 20 millions, c'est hyper intéressant, 20 millions pour son profil. T'as plein d'éléments comme ça, t'as plein de jeunes aussi à mettre dans des trades, genre Jaime Jaquez, genre Jovic. Donc, je sais pas qui pourrait être disponible comme superstar. Je sais que Miami en veut une, mais est-ce qu'ils vont arriver à faire cet échange c'est un point de bascule, mais je suis pas sûr qu'ils le font cette année non plus, qu'ils le fassent cette année non plus. Et justement, quel type de star pour cette équipe? Parce que moi, je partage complètement ton avis. Normalement, la star, ils l'ont déjà avec Butler. Ouais. Mais s'il n'a pas justement ce niveau de responsabilité, en tout cas d'agressivité, oui, enfin là, une autre star à côté de lui, ça peut être intéressant. Mais quel profil du coup? Parce que si on part dans l'idée que Butler, de toute façon, il va être altruiste, il va pas forcer son jeu. Est-ce que tu vois un gars vraiment un gros scoreur à ses côtés? Bah, la question pour moi, c'est est-ce qu'ils vont un peu s'asseoir sur le côté on veut la méga star? Est-ce qu'ils vont pas accepter le compromis de bon, il y a pas de méga star, allez, on prend un Zach LaVine, on prend un Brandon Ingram, tu vois? Je pense pas qu'ils le fassent parce que c'est pas leur genre. Ils vont plutôt garder leurs atouts pour des gros trucs. Mais bon, au bout d'un moment, ça sert à rien un peu comme Danny Ainge à l'époque, tu sais. Danny Ainge, il a toujours attendu, et au final, il a jamais vraiment dépensé. Enfin, sauf une fois sur Irving, mais bref. Et sur AD, il a pas pu. Mais non, mais il y a un peu ce côté où, bah ouais, c'est bien d'avoir les assets, d'avoir les contrats pour faire les échanges, mais sauf qu'à chaque fois, les stars t'échappent. Donc, non, mais voilà, fermons la parenthèse là-dessus. Mais je sais pas à quel point est-ce qu'ils vont aller chercher un Ingram, un Zach LaVine, un peu cette catégorie 2 de joueurs. Ils n'ont pas les superstars, mais non, mais du reste, j'étais vraiment à moitié sérieux ce côté à quel point l'équipe elle est un peu sérieuse, quoi, et notamment Butler, parce que l'équipe est pas si différente que ça, mine de rien, de celle qui fait le run en playoff, quoi, en fait. Ouais, c'est sûr. J'arrive vraiment pas à les cerner. Et du coup, scénario optimiste pour toi, jusqu'où est-ce qu'on peut aller taper? Pour moi, playoff direct, top 6. Ouais, top 6. Après, comment, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a assez de talent pour que l'équipe fasse top 6. Est-ce que tu les vois aller plus haut, genre top 4, ou vraiment juste le top 6, 5, 6? J'ai du mal à les voir en top 4 en saison régulière. Ouais, vraiment, je pense que on s'est un peu habitué à ce que l'équipe ne carbure pas à plein régime, en tout cas en saison régulière. Donc, je suis peut-être biaisé, tu sais, par rapport aux saisons passées, mais là, j'ai du mal à les visualiser au-dessus de la 6e, 5e place. Allez, à la rigueur, une 5e place, mais top 4, ça me paraît difficile.
Je suis assez d'accord. Je suis d'accord que le scénario maximum, c'est top 6, qualification directe, pardon. Et sinon, c'est play-in pour le plus pessimiste. On est d'accord. Donc voilà pour le Miami Heat. Enchaînons avec les Philadelphia 76ers. Qu'est-ce qu'on fait des Sixers? Quel est ton point de bascule pour les Sixers qui était assez bas l'an dernier, qui était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e de conf à cause de la blessure d'Embiid. Quel est ton point de bascule pour les Sixers 2025? C'est un peu tôt, je trouve, les Sixers. Du coup, moi, je les avais mis vraiment dans les grands favoris. Mais du coup, la santé de Joel Embiid, pour moi, enfin, l'année dernière, ça a pas mal conditionné leur saison. T'as Paul George qui a déjà des petits soucis. Bon, heureusement, apparemment, c'est pas si grave que ça. Mais la santé de Joel Embiid, c'est sûr que ça peut être un point de bascule. Et voir aussi, du coup, quel équilibre on peut trouver justement avec Tyrese Maxey et Paul George. Donc ça m'intrigue aussi de voir Paul George au milieu de ce duo Embiid et Maxey. Et moi, je mise aussi sur un impact très très fort de Gershon Yabusele en sortie de banc, qui peut faire beaucoup de bien à cette équipe. Donc en principal, point de bascule, je mets quand même la santé de Joel Embiid après tout ce que je viens de dire. Je suis un peu tenté de mettre la défense en point de bascule, quoique ça pourrait être l'inverse, mais j'ai envie de me dire que ce qu'on a vu des Sixers avec Embiid, bon, c'est pas une attaque de type all-time, etc., mais c'est quand même une attaque qui carbure très très bien autour de Embiid avec sa création offensive, plus Maxey, plus tu vas rajouter Paul George et son spacing, c'est quand même pas mal du tout, plus tu rajoutes aussi un mec aussi dynamique que Caleb Martin, enfin voilà, il y a plein de petits ajouts très sympathiques que j'aime bien, donc je pense que l'attaque ça va être pas mal. Le point de bascule, j'ai envie de dire la défense. Pourquoi? Parce que le point d'interrogation, il est plutôt sur à quel point est-ce que Embiid, un peu comme depuis 2-3 ans, va un peu cramer beaucoup de jus en attaque et donc pas trop en défense. On sait que quand il veut, il peut être un top 3 défenseur au monde, assez clairement. Mais le problème, c'est qu'il le fait plus sur beaucoup de portions de saison régulière. Donc, il y a cette interrogation. Il y a l'interrogation de Paul George qui, encore l'an dernier, était un niveau, je trouve, d'élite en termes de défenseur d'aile, notamment off-ball. Enfin, c'était encore un des meilleurs défenseurs de NBA, à mon sens, Paul George. Donc, quid de cette année, en étant un peu plus vieux, est-ce qu'on aura encore ça? Plus un peu tous les ajouts. Voilà, je mets un peu ça en point de bascule parce qu'on peut avoir une défense qui, tu vois, est juste, on est 9/10 de NBA, on est pas mal, mais on n'est pas top non plus. Mais j'arrive aussi à avoir un univers où en fait ça bascule totalement du bon côté et que on a affaire à top 3, top 2 défense NBA, quoi. Je pense qu'il y a un scénario idéal qui peut ressembler à ça en tout cas. D'accord. Moi, j'avais pas vu le truc comme ça au niveau de la défense. Le potentiel, je le vois et justement, quand je parlais d'Yabusele, je pense à ça aussi parce qu'avec lui, tu peux peut-être te dire que tu vas faire remettre Joel Embiid parce que lui, pour le coup, il est capable de se taper des gros pivots costauds et permettre à Embiid justement de tricher sur les mauvais shooters. Ouais, j'attends de voir. J'avais pas vu, je vois pas le potentiel de cette équipe défensive aussi fort que top 5, mais peut-être que je me trompe. Donc à voir, clairement. C'est vraiment le scénario où Embiid revient un peu à ses très grandes années, quoi, défensives. Et je dis ça parce que bon, c'est bon, on a compris le MVP, etc. En plus, il a dit lui-même, non, les trophées individuels, ça m'intéresse pas. Bon, tu m'étonnes maintenant qu'il les a. Mais non, mais à quel point aussi est-ce qu'on va pas arriver un peu à manager un peu mieux la saison et le volume offensif aussi, de dire, tu fais des saisons historiques au volume offensif, c'est génialissime, c'est inédit, c'est incroyable, c'est littéralement historique. Mais j'arrive à voir un scénario où on te dit, allez, un peu moins, tu prends un peu moins de ballons, tu prends un peu moins d'attaque. Il y a Paul George qui est là, il peut prendre aussi pas mal. Et puis une défense où on a le Embiid calibre Deepoy All Defense qu'on a connu plus tôt en carrière, plus Paul George qui est fantastique, plus Caleb Martin, plus tu vois plein d'additions comme ça. On a Kyle Lowry aussi d'ailleurs qui est toujours par là, le fabuleux Kyle Lowry en défense, incroyable. Bon, scénario optimiste, c'est ça pour moi, c'est la défense qui devient incroyable et donc ça carbure pas mal. Et donc niveau scénario optimiste, ça m'intéresse. Jusqu'où est-ce que tu es prêt à monter alors? Je les vois jouer les 2 premières places, clairement. Pour moi, derrière les Celtics, je mets les Sixers. Ok. Donc ce serait du coup, ce serait playoff et finale NBA du coup. Enfin, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible pour cette équipe si elle est préservée des blessures, ça peut aller chercher Boston, je pense. C'est un peu la question, c'est est-ce que tu les vois candidats au titre en fait, hein, est-ce que pour toi ils sont là-dedans? Je te rejoins, j'ai envie de dire oui.
On est d'accord pour le scénario où tout se passe bien. On est d'accord. C'est pas le probable. Hein. C'est le bon scénario où tout se passe bien. Je suis assez d'accord que ça peut être pas mal. Alors après, je peux aussi envisager que certains soient un peu réticents parce que c'est vrai que le style de jeu, t'as pas un mec au style de jeu offensif, t'as pas un moteur d'attaque où tu te dis ça se transpose parfaitement en playoff. Ouais. Toujours la question avec le post-up d'Embiid ou post-up ou isolation face au jeu, mais c'est un peu les mêmes problématiques avec son passing qui est pas parfait, mais surtout le fait que voilà, c'est un peu rigide, c'est un peu statique parfois et que en playoff, on sait que t'as des équipes beaucoup moins talentueuses qui arrivent parfois à boucher le terrain et à embêter des mecs comme ça. Donc c'est peut-être ça la limite par rapport à ça. Et je parle de ça, je même pas daigner aller sur playoff P ou des trucs comme ça, mais c'est un peu des blagues Twitter, mais c'est pas réel. Mais tu vois, ni Paul George ni Maxey non plus ne sont pour moi des créateurs un peu implacables qui peuvent prendre le relais et jouer le jeu de la chasse au mismatch ou quoi que ce soit. Donc je peux envisager que les gens nous disent bon, l'attaque, vous êtes un peu trop chaud sur l'attaque parce que mine de rien il y a quelques nuances à mettre, mais je suis d'accord, scénario optimiste, finale NBA. Et pessimiste alors, qu'est-ce qu'on imagine, tout de même top 6? Ouais, mais pas tête de série pour le coup. Enfin, quand Ouais, je t'ai dit tête de ok. série, pas dans le top 4 quoi. Donc ce serait vraiment le scénario un peu ce qu'on a vu la saison passée avec une blessure de Embiid qui fait un peu dérailler la dynamique et qui font chuter au classement. Oui, c'est vrai que là on parle un peu en mode sans la blessure qui va gâcher toute la saison, évidemment. Sinon, pareil, hein, le Miami Heat, si Butler est blessé toute l'année, bon ok, ils sont pas dans le play-in et puis voilà quoi. C'est ouais, je suis d'accord. Mais sans blessure, du coup, le scénario pessimiste, ça reste top 4 pour moi. Mais plutôt vers la 4e place. Oui, mais je te comprends aussi pourquoi tu as voulu quand même parler de blessure, parce que c'est pas comme toutes les autres équipes. Donc je peux comprendre que tu t'ajoutes l'élément blessure pour Embiid, en effet. Mais ouais, je suis d'accord. Ok, je suis d'accord. Donc avançons. On a notre premier finaliste NBA potentiel, en tout cas pour nous, dans cette conférence. On continue de remonter le classement de l'an passé. Les Pacers, qui étaient finalistes de conférence d'ailleurs, même s'ils étaient 6e de la conf en 2024, les Pacers, quel est pour toi le point de bascule des Pacers 2025? Moi, j'ai mis l'efficacité au tir. Ouais. Parce que l'an passé, tout roulait clairement. L'attaque est incroyable. Grosse adresse, ils étaient top 10 quasiment dans tous les endroits de tir, hein, finalement. Il y a seulement sur les tirs à 3 points qui n'étaient pas dans le corner où ils étaient 12e. Sinon, au cercle, short mi-distance, mi-distance long et 3 points dans les corners, ils étaient top 10 de NBA. Donc pour moi, ça reste un gros point de bascule. C'est cette adresse parce que voilà, on sait que la défense, ça va pas. Enfin, il n'y a pas de raison que ça s'améliore drastiquement. Donc, pour moi, c'est ça, quoi. C'est cette efficacité au tir qui doit rester excellente pour que les Pacers espèrent faire une saison similaire à celle qu'on a connue l'an passé. Point de bascule, j'avais les blessures, mais des autres. Est-ce que contrairement à l'an dernier, est-ce que les autres vont être sur pied ou pas? Non, mais blague à part, il y a un truc un peu bizarre avec cette équipe, c'est que, comme tu dis, le moyen le plus facile de s'améliorer, ce serait la défense, parce qu'ils sont tellement cata que tu te dis, si on arrive un peu à améliorer la défense, ça serait une équipe viable et de mieux en mieux. Et c'est vrai, mais en même temps, où est le matos, où est la marge de progression? Donc je suis pas sûr que ce soit un point de bascule. Par contre, l'autre que j'aurais, c'est à quel point est-ce qu'on va pas avoir un contre-coup en attaque? Tu vois, un peu en mode comme les Kings. C'est-à-dire que les Kings, ils ont débarqué en 2023 à meilleure attaque de NBA, basée sur le mouvement plus que sur des talents transcendants. Ça a marché, mais sauf que l'année d'après, 2024, les équipes s'ajustent, on vient boucher l'accès au panier, comme ça tous les cuts et le mouvement, tant pis pour toi, tu peux faire des cuts, mais il n'y a pas de place, quoi. Donc il n'y a plus d'accès au panier, il n'y a plus de points, et l'attaque finit 14e ou 15e de NBA, à peine dans la moyenne, alors qu'ils étaient premiers de NBA. Je sais pas, mais il y a un truc comme ça avec les Pacers où je dis pas que c'est probable, mais je redoute un peu, peut-être, un aspect de finalement, ok, on a compris, le style de jeu, c'est que tu vas accélérer en transition, tu vas accélérer après le rebond, donc on va un peu s'ajuster, nous, en tant qu'adversaire, et on a eu un été pour se préparer et pour le faire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais un aspect de... Ouais, finalement, l'attaque sera moins fabuleuse. Je l'ai mis aussi dans mes notes, et en plus, j'avais suivi exactement le même exemple que toi, les Kings, et j'avais mis l'adaptation des adversaires au style de jeu des Pacers, et juste pour alimenter ce que tu dis, je trouve que justement le Magic a été l'une des équipes qui s'était le mieux adaptée la saison dernière au style de jeu des Pacers, et c'est pour ça qu'ils les avaient battus 2 fois sur 3. Et oui, clairement, le contre-coup, il peut arriver. C'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment insisté sur l'efficacité au tir. Ouais. Parce que si tu gardes un haut niveau d'adresse, notamment à 3 points,
tu peux contrecarrer ça. Tu vois, tu peux garder ton attaque élite et ça peut continuer à fonctionner. Mais c'est sûr que sur une année 2, il y aura plus l'effet de surprise et que tout le monde va les attendre. Tout le monde est bien prêt maintenant pour les jouer. Tout le monde a bien compris comment les Pacers jouaient. Donc oui, forcément, il y a ce risque que ce soit quand même plus faible si jamais, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, quoi, tout simplement. C'est un peu le verre à moitié plein ou à moitié vide, hein, de ce genre d'équipe qui surperforme par rapport au talent pur, de par des schémas, de par un dynamisme, de par du mouvement. C'est que c'est bien parce que tu excèdes ton rendement, le rendement que le talent pur pourrait te permettre d'avoir, mais tu le fais avec ces schémas, et donc le jour où les schémas sont pas là, le talent pur peut pas passer outre en fait. C'est un peu l'histoire des Kings, donc je suis pas sûr que ce soit pareil que les Pacers, mais en fait je pense qu'il y a un peu une mauvaise vision des Pacers par rapport à leur saison, où c'était une équipe sympathique, mais qui n'était pas du tout de calibre finaliste de conférence. Hein. Il y a quand même un peu de chance au tirage et au niveau des blessures. Non pas qu'ils soient déméritants, eux, ils ont affronté, donc tant mieux pour eux s'ils sont en finale de conf. Mais je veux dire, je pense qu'on va peut-être avoir un cas où ils vont juste faire un premier tour de playoff et les gens vont dire non, c'est décevant. Mais en fait, c'est quand même une équipe avec des limites structurelles pour l'instant. On n'a pas non plus une top défense, on a une attaque qui est pas mal, qui peut carburer, mais le compromis défensif est quand même pas mal du tout. Donc, et c'est pas rien, quoi. Donc un point de bascule, j'avais ça. J'avais ce côté, est-ce que l'attaque peut continuer à être merveilleuse ou pas? Ou est-ce qu'on aura trouvé l'antidote? Mais ça peut décider de tout parce que donc je te lance scénario optimiste, ou est-ce que tu les imagines? En optimiste, je les vois dans le top 6. J'ai pas mis top 4, j'ai juste mis top 6. Je pense que ce serait déjà très bien. Ce serait une saison réussie pour eux. Et dans le pessimiste, j'ai mis le play-in. On est d'accord. Et en termes de tour, tu vois, optimiste, je veux bien les voir passer un tour, mais peut-être pas forcément beaucoup plus. Encore une fois, dans des conditions normales et pas il y a des blessés partout, quoi. Ouais, moi en playoff, si les équipes que je vois au top, enfin en tout cas devant les Pacers, je les vois pas passer un tour de playoff. Ouais. Parce que je rejoins aussi ce que tu dis sur ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a eu aussi des circonstances qui sont allées dans leur sens. Et oui, je pense que l'effectif, mine de rien, n'a pas trop bougé. Enfin, il n'y a rien de révolutionnaire justement pour les faire passer un cap en défense. Donc, en tout cas, je te suis sur ce côté. Ils peuvent être dans la continuité, mais sans forcément faire mieux que l'année dernière. Enfin, d'ailleurs, ce serait très surprenant qu'ils fassent aussi bien. On continue de remonter le classement de l'an passé. On passe au Orlando Magic. Et là, je vais te laisser la parole. Je m'en vais. Je te laisse parler pendant une demi-heure. Orlando, quel est le point de bascule du Magic 2025 pour toi? Pour moi, forcément, ça passe par Paolo Banchero et Franz Wagner. À quel point ils vont gagner en efficacité cette saison. Et un peu comme j'avais dit pour Détroit, moi, j'attends beaucoup plus de Jamal Mosley, hein, en tout cas sur l'attaque et sur ce qu'il propose. Parce que finalement, Paolo Banchero est aussi inefficace parce que il y a peu de choses qui sont faites en fait pour le rendre plus efficace que ça. Et je trouve que c'est trop statique, tu vois. Et j'aimerais vraiment que si ça ne fonctionne pas, que Mosley ait le courage de peut-être dessiner des choses un peu plus pour des shooters en mouvement. Alors le fait que KCP rejoigne l'équipe, c'est très bien. Après, je pense pas que, tu vois, t'as besoin de devenir top 1 défense NBA, enfin, premier de défense NBA pour passer un cap. Tu vois, là, ils ont rajouté un bon défenseur qui est, en plus, un bon shooter, mais un bon shooter est capable de passer à côté sur une saison. Donc, je me dis, en fait, le risque, c'est ça, c'est plutôt l'attaque et à quel point cette attaque peut vraiment progresser grâce à aux joueurs, à ces deux joueurs, à ces deux plus gros joueurs, en tout cas ceux qui ont le plus gros usage. Pour moi, ça va être ça le point de bascule. Comment ils vont réussir à être plus efficaces grâce à leur talent, mais aussi grâce à Jamal Mosley. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'avais mis le spacing en point de bascule. Spacing, on peut dire spacing ou animation, parce que je pense que le fait d'avoir des shooters, ça peut aider juste à créer de l'espace, mais tu peux aussi arriver à créer de l'espace de par de l'animation, des cuts. Voilà, t'es pas obligé d'avoir que des top shooters pour animer un espace. La preuve avec les dribble and off de Hartenstein ou des mecs comme ça, ou de Bam Adebayo, les cuts, etc. Mais
je te rejoins qu'un peu au-delà de ça, c'est l'attaque, évidemment, mais en particulier, je pense que le spacing est à ce point important parce que la défense, en fait, tu peux pas faire plus, quoi. T'as déjà une défense d'élite, t'avais déjà une défense d'élite, et je pense qu'on va réitérer un peu la même chose avec des schémas. En plus, ce qui est intéressant, c'est c'est une défense d'élite qui ne se base pas sur un mec. C'est pas genre, t'as un gros pivot défensif qui t'assure tout ça, lui tout seul. Je pense que c'est aussi un collectif et les schémas tactiques de Jamal Mosley qui sont très bons. Après, c'est vrai que qu'est-ce qui peut les faire aller plus haut que ce qu'ils ne sont déjà allés, c'est si on a un peu une explosion offensive, quoi. Est-ce qu'on peut passer de défense d'élite et attaque mauvaise à défense d'élite et attaque au moins moyenne, voire même bonne. C'est un peu la clé. Et le truc qui a manqué, je trouve, l'an passé, c'était le shoot. Donc, KCP, ça fait du bien, mais est-ce qu'un shooter fait un spacing? En tout cas, pas quelqu'un de niveau de KCP. Peut-être qu'un Curry, ça peut changer les choses, mais un KCP, peut-être pas. Mais voilà, ce sera surveillé à quel point, en fait, par voie de conséquence, quelles sont les configurations que tu alignes sur le terrain, je trouve. Parce que, est-ce que tu priorises pas mal allez, on fait jouer Maurice Wagner avec des shooters ou des trucs comme ça? Ou est-ce que tu restes vraiment en mode, non, défense, quitte à pas respirer en attaque? C'est un peu le point de bascule pour moi le spacing et l'attaque. Ouais, c'est clair. Et justement, tu vois, ça me fait penser à Wendell Carter Jr. parce que finalement, je le trouve pas si bien utilisé que ça. Parce qu'en attaque, tu perds un peu sa valeur. Tu vois, il a pris que 3 tirs à 3 points en moyenne la saison passée, un peu plus, 3,5. Je trouve que c'est pas assez. Et tu vois, je le trouve aussi trop souvent utilisé. Tu sais, on parlait de ça quand on a parlé du Magic, des zoom action. Ouais. Pour moi, tu perds un peu cette valeur-là. Peut-être que tu devrais assumer le fait que c'est un pivot shooter et que tu le mettes dans un corner, tu vois, un truc où justement t'ajoutes du spacing comme ça, en retirant peut-être ton pivot, le joueur qui est habituellement, tu vois, qui pose des écrans, en changeant un peu cette dynamique-là. Et c'est en ce sens que Goga, je pense qu'il serait peut-être à la rigueur plus utile que Wendell Carter Jr. si Wendell Carter Jr. n'est pas utilisé en tant que pour ses qualités, tu vois. Ce qui te donne vraiment une grosse valeur, c'est son shoot à 3 points en attaque. Et je trouve que c'est pas assez utilisé. Et par contre, si t'as Goga justement pour des zoom action, tu sais que lui, justement, son shoot, tu l'utilises pas vu qu'il va être le créateur. Et derrière, tu peux te dire que si Franz améliore et retourne à une adresse moyenne, et si Paolo continue à progresser à 3 points, avec normalement 2 shooters référencés dans l'équipe, ça peut améliorer ton spacing. Tu vois, c'est une petite question. Mais bon, je doute que Jamal Mosley va faire ça l'an prochain. J'espère, mais je ne sais pas. Je suis pas très optimiste. Et donc, scénario optimiste, justement, sois-le un peu, scénario optimiste pour le Magic 2025. C'est KCP qui tourne à 45% à 3 points et du coup le Magic qui a plus de 50 victoires et qui décroche une 4e place à l'Est. Pour moi, c'est le scénario optimiste où vraiment Banchero passe un cap, Franz Wagner aussi, il y a l'adresse, la défense est toujours en place. Et ouais, ça peut. Ce scénario, j'y crois aussi. Hein. Tu sais, sans que Mosley change des choses, que finalement, il y a une vraie progression de la part des deux jeunes stars de l'équipe et que l'équipe passe un cap rien que sur ça. Mais ça reste quand même peu probable. Hein. Mais allez, soyons fous. 50 victoires, t'aurais été 2e de la conf cette année, en 2024 par exemple. Donc, mais non, je te rejoins. 48, non, l'année dernière 47, 47, ouais. Et New York était 2e de conf avec 50. Donc pas une année avec une grosse homogénéité. Enfin si, justement, mais bref, pas une homogénéité vers le haut en tout cas. Mais non, je te rejoins là-dessus. J'avais mis en scénario optimiste, j'avais mis passer un tour. Mais je les vois pas passer plus de tours que ça. Je pense que, tu vois, selon le match-up, alors tout clique, hein, l'attaque qui est pas mal, qui devient pas mal, la défense qui est élite. Je vois bien pourquoi pas intégrer le top 4, quoi que ce soit, et passer un tour. Mais j'ai quand même des réticences encore sur la capacité à créer de l'attaque à haut niveau et face à des défenses élites eux-mêmes. Donc je les vois bien contre le bon match-up passer un tour. Mais de là aller jusqu'à titiller les finales de conférence, ça me paraît peut-être un peu loin en l'état en tout cas. Ou à moins qu'on ait une méga explosion de Franz Wagner, de Banchero sur de la création offensive pure en fait. Ouais, mais même si ça explose en saison régulière, je suis un peu comme toi, je les vois pas passer plus qu'un tour en fait. Parce qu'il y a quand même du très lourd tout en haut et ça risque d'être compliqué. Même si je pense que, tu vois, typiquement, Boston a souvent du mal contre cette équipe. Mais bon, sur 7 matchs, ça me paraît compliqué quand même. Cleveland Cavaliers, on peut aller sur les Cavs désormais. Quel est ton point de bascule pour les Cavaliers 2025 ?
Le point de bascule, c'est la question hein, finalement de Donovan Mitchell, Garland et Jarrett Allen Mobley, tu vois. Est-ce que le front office va faire le choix de se séparer finalement de l'un d'eux? Je pense que c'est ça en fait le plus gros problème de cette équipe. C'est structurel en fait. C'est d'avoir deux petits pour le coup à l'arrière et deux grands vraiment dans le style dans la raquette. Donc ouais, c'est un peu ça. Est-ce que ça va bouger à ce niveau-là? Comment on va faire Atkinson pour se débrouiller dans un premier temps avec ça? Ça reste mon interrogation. J'avais Atkinson, moi, justement. Atkinson en point de bascule. Et donc, en fait, l'attaque, c'est un peu indirectement c'est là où je voulais aller parce que je pense que la défense va continuer à être élite. On parle beaucoup des redondances de profils défensifs négatifs dans le backcourt avec Garland et Mobley. Garland et Mitchell. Mais mine de rien, voilà, depuis 2 ans, la défense, elle est élite. Hein, clairement élite les 2 années. Et donc, ça, c'est grâce à la raquette intérieure. Mais clairement, pour moi, ce qui peut les faire passer un cap, c'est pas la défense qui est déjà très bonne et même tout en haut de NBA, c'est à quel point tu peux performer en attaque. Et donc, j'ai un peu ce truc je sais pas toi, mais moi, j'aime beaucoup Atkinson en termes de schéma tactique, en termes de ce qu'il faisait à Brooklyn, même en termes de développement de joueurs. Tu vois, il a quand même réussi à un peu sortir de nulle part certains jeunes à l'époque. Donc, je crois beaucoup en ces schémas. Et je pense qu'on est un peu sur un côté où voilà, le quatuor, on le connaît, il a ses faiblesses. On va peut-être pas casser ça d'entrée de jeu. On va laisser au moins 1 an à Atkinson. Et donc, il y a un peu cet aspect pour moi avant de se précipiter d'échanger soit Jarrett Allen, soit Garland ou un truc comme ça, on teste le quatuor actuellement. Et donc j'ai hâte de voir parce que je n'exclus pas non plus que ça soit hyper bien géré, qu'on ait des minutes un peu décalées, qu'on ait une attaque flamboyante avec ce qu'on a sous la main et donc qu'on soit genre top 10 attaque et top 5 défense ou top 3 défense et qu'on ait donc une équipe qui soit en fait, alors je peux enchaîner sur le scénario maximum, top 3 à l'Est en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, j'ai quand même du mal à les voir en top 3 à l'Est. Ouais. Parce que j'ai du mal à imaginer là comment ça peut vraiment être différent de ce qu'on a vu par le passé. Tu vois, après, j'adore Atkinson aussi. J'attends vraiment de voir quel choix va faire parce que je pense qu'à un moment donné, comme tu dis, il va falloir faire des choix, peut-être décaler les rotations, je sais pas. En tout cas, il y a moi aussi cette volonté de voir Evan Mobley prendre un peu plus de place en attaque. Je sais pas si c'est vraiment ce que recherche cette équipe pour justement viser l'efficacité, mais en même temps, voilà, j'ai l'impression que son potentiel il reste limité en fait par ce spacing. Donc je sais pas ce que toi t'en penses. Donc moi je te dis top 3 dans le scénario où tout clique, mais toi tu le verrais où alors le scénario maximum? Top 4, 4e. Pour moi, le plus haut, ça, c'est un peu comme Orlando, plus de 50 victoires et une 4e place. Je les vois mal passer dans ce top 3. Je sais pas. Non, moi, j'arrive pas pour l'instant à me projeter et à les voir si fort que ça, tu vois, notamment en attaque, les voir exploser. Donc, j'attends de voir. Je dois dire que moi, j'ai pas de mal à les voir en finale de conf, du coup. Ok. Mais on est vraiment dans le scénario optimiste. Après, scénario pessimiste, ils sont 5-6e de conf, match-up difficile au premier tour, et donc éliminés dès le premier tour. Mais j'ai du mal à voir le scénario genre Kata, alors hors blessure, hein, hors énorme blessure, ou alors hors énorme trade qu'on voit pas venir et qu'on peut pas analyser dès maintenant. Mais pour le coup, je pense quand même que ça peut être une bonne équipe. Tu vois, je les vois pas finir dans le play-in, clairement. Et comment tu verrais, enfin moi ça m'intéresse du coup, comment tu verrais justement les schémas en fait qui pourraient permettre à cette équipe d'être top 3? Tu vois, qu'est-ce que toi t'aimerais voir de la part d'Atkinson pour que ça clique en fait, pour que ça fonctionne? Déjà, un niveau spacing, un peu arriver à un peu mieux décaler les minutes, ce serait pas mal. Non, mais en plus, tu vois, un retour de Garland à son meilleur niveau. Tu vois, l'attaque des Cavs 2024 elle est quand même beaucoup moins bien que l'attaque des Cavs 2023. Les Cavs 2023, pour moi, c'est quand même une sacrée bonne équipe. Et d'ailleurs, tu vois, ils sont top 10 attaque et première défense. Et on avait un net rating qui était quasiment à +6, qui était le 2e de NBA cette année-là. Voilà, ça c'était une vraie très bonne équipe. Bon, malheureusement, ils sont tombés contre le mauvais match-up avec les rebonds offensifs de d'Enix et surtout le manque de spacing. Ils ont été déjà punis à l'époque, surtout à cause du spacing. Les rebonds offensifs ont beaucoup fait parler, mais c'était surtout la question du spacing. Mais
Ouais, il y a un peu ce côté animation offensive de comment est-ce qu'on arrive à tout combiner, comment est-ce qu'on pourrait pas, pardon, un peu mieux organiser autour de soit Jarrett Allen en jeu de main à main, soit Evan Mobley aussi en jeu de main à main ou en création pure en tant que seul pivot. Il y a des trucs à faire, mais ça passe. Voilà, après, je suis pas coach, hein, mais voilà, ce côté un peu essayer de décaler les minutes et espérer aussi un retour au plus haut niveau de Garland, quoi, parce que ça fait quand même une sacrée différence quand t'as un Garland qui est un peu nul parce qu'il est blessé, ou est-ce que t'as un Garland des grands jours, voire même un Garland qui continue un peu de progresser, qui reprend sa dynamique de progression et qui passe encore un step. Ça peut tout changer, mais c'est pas facile. C'est pas facile. D'ailleurs, tu sais qu'il y a Vincent Collet aussi qui est aux Cavs désormais. Ouais, apparemment. Il va être assistant, assistant de Atkinson. Il peut les aider sur la défense, sur l'attaque. J'ai un peu plus. Après, tu sais, on parlait aussi des joueurs, peut-être Struss aussi, qui l'année dernière n'a pas très bien shooté. Et si lui retrouve un bon niveau d'adresse, ça peut, oui, tout de suite les faire monter d'un cran. Donc, ouais, je peux peut-être envisager ce scénario finalement. Ouais. Oui. Finalement, tu te réchauffes à l'idée petit à petit. Ouais. J'attends de voir. C'est Vincent Collet là qui m'a chauffé. Les Milwaukee Bucks. Quel est ton point de bascule pour les Milwaukee Bucks de Giannis qui apparemment a déjà envie de partir? Ah, j'ai pas suivi ça. Non, t'as pas entendu la citation ce matin de finalement ils vont m'échanger les Bucks si on gagne pas le titre cette année. T'as pas vu passer ça? Ah non, j'ai pas vu passer ça. J'ai eu un truc avec Spanoulis et lui pendant l'été là, les JO, mais ça j'ai pas vu. Pour moi, le point de bascule, ça va être le defensive rating. Je me demande à quel point il peut continuer de baisser ou s'améliorer. Tu vois, pour moi, c'est un peu ça avec les Bucks. Est-ce que c'est dû à je sais pas, à cette saison un peu de, je sais pas si je peux dire une saison de transition, ou est-ce que c'est quelque chose vraiment qui est réel finalement, un vrai problème à gérer, tu vois, donc je sais pas, l'année dernière c'était 19e de la ligue, est-ce que c'est vraiment leur niveau? Est-ce qu'ils peuvent limiter la casse et repasser dans le top 10? Pour moi, c'est ça le point de bascule plus que l'attaque, parce que je crois en Lillard et Giannis pour trouver des solutions. Donc, je sais pas. Moi, j'ai plutôt ciblé sur ça, sur la défense. Je suis assez d'accord que l'an dernier, tu vois, avec un Giannis qui était de retour à ses niveaux historiques, mais un Lillard qui était pas bon, au final, ils finissent 6e attaque de NBA. Et en fait, c'est malgré la très mauvaise saison de Lillard et un Chris Middleton qui bouge plus trop, etc., l'attaque était quand même d'élite. Donc effectivement, moi, l'attaque, je pense qu'on est à peu près sur une certitude, surtout si un Lillard va être mieux que l'an passé. Quoique, ça on verra, mais a priori, ça peut pas être pire en tout cas. Donc on espère un retour de Lillard. Et effectivement, le point de bascule, c'est la défense. Et presque, j'ai envie de dire à quel point est-ce qu'on est capable d'avoir une rotation un peu jeune, un peu dynamique. Parce que clairement, pour moi, ce qui a manqué l'an passé, c'est le changement de schéma où Adrian Griffin est arrivé, il a voulu faire des edges plutôt que des drops et tout le monde a dit non, mais pourquoi on fait ça? C'est un peu nul. Mais sauf que ce qu'on dit pas assez, et ce qui est un peu passé sous le radar, c'est que au final, ils sont revenus sur du drop. Mais sauf que ça marchait pas. Ça marchait pas parce que on avait en fait, Brook Lopez a recommencé à être bas sur les écrans, à défendre le panier, etc. Mais surtout, ce qui était rotation en termes de défense collective, c'était un peu cata, quoi. Et c'est un peu là d'ailleurs où, là encore, Jrue Holiday, tu perds un mec qui fait des switches, tu perds un défenseur en premier rideau. Ok, mais c'est pas que ça. Surtout pour moi, la différence entre Holiday et Lillard, c'est que Lillard, en termes de défense off-ball, c'est assez cata, alors qu'Holiday, c'était très bon. Donc Holiday, t'as perdu ça, tu l'as remplacé par un mec qui est assez mauvais, qui fait pas la deuxième, la troisième rotation de la possession. Middleton, ça bouge plus, même plus du tout, donc c'est compliqué. Enfin bref, il y a vraiment une escouade du périmètre qui, sur la rotation off-ball, sur couvrir un cut, sur faire un stun, sur faire le X-out, etc., ils étaient mauvais. Donc le drop, je veux bien, mais est-ce que vraiment il y a l'effectif pour avoir une défense de nouveau d'élite? C'est pas aussi évident que ça pour moi, quoi. Donc effectivement, point de bascule, la défense. On est d'accord alors. Et donc, si on se projette, quel est le scénario idéal pour ces Bucks 2025? Top 3, je dirais top 3. Après, c'est vrai que là, plus on en parle, et moi, je suis rassuré au niveau de leur défense, tu vois, parce que pour être top 3, il faut quand même assurer en défense ou vraiment surperformer en attaque. Donc peut-être que ça peut être le cas, hein, une surperformance en attaque, mais c'est sûr que ça va poser problème, la défense, à un moment donné dans leur saison. J'avoue que scénario idéal, on va dire que le pick and roll Lillard Giannis carbure enfin à fond.
avec un Giannis qui sait poser les écrans, avec un Lillard qui retrouve son niveau de top 5 attaquant NBA comme en 2023. Je peux voir un truc où la défense est passable et l'attaque carbure à ce point, genre première attaque de NBA et puis, allez, 12e défense, un truc comme ça, et éventuellement candidat au titre. Donc, c'est un scénario vraiment idéal, un scénario idéal. Je vais mettre finale NBA. Pessimiste, je pense qu'on est, encore une fois au premier tour. Hein. Enfin, c'est quand même une équipe qui a un style de jeu et un Giannis Antetokounmpo en go-to-guy qui a un style de jeu à se faire upset assez facilement, j'ai l'impression, quoi. Mais bon, on est d'accord, pour les Bucks, grande fourchette, grand écart. On verra aussi comment, avec le duo de choc. Alors, je sais pas toi si t'aimes bien Darvin Ham ou pas. Moi, je suis plus haut que la moyenne, mais je sais Moi, qu'en ce j'aime bien. moment. Ouais, bah voilà, tu vois, on se rejoint, on est d'accord. Mais actuellement, les photos Doc Rivers sur le banc à côté de Darvin Ham, ça excite beaucoup Twitter. Je sais pas si t'as vu ça. Il y a Rajon Rondo aussi, il me semble. Ouais, il est consultant, effectivement, aussi là-dedans. Il veut peut-être sortir de sa retraite, il leur ferait du bien, peut-être. Ah ouais, ça serait bien, ouais. Ça serait bien, ça serait pas mal. Les New York Knicks, le tube de l'été, les Knicks avec tous leurs trades. Quel est pour toi le point de bascule de ces Knicks ? On en avait parlé un peu en off quand tu m'as contacté pour ce podcast, mais je pense que la défense de 4, ça reste le point d'interrogation numéro 1. Ouais. Vas-y, je te laisse. Je sens que t'es bouillant sur la question. Non, au contraire, moi je suis même pas sûr. Enfin, si, c'est un peu un point de bascule, mais dans le sens où il faudrait que ça tienne juste assez. Moi, le schéma que je vois pour un scénario idéal, ou en tout cas pour que ça marche, c'est à quel point ça peut tenir avec cette défense. Et en fait, avec un Towns entre guillemets en pivot, mais pas vraiment pivot. Avec finalement des schémas où il fait un peu ce qu'il peut face à des match-up gros, mais voilà, les schémas de Thibodeau avec des aides extrêmement agressives depuis les corners opposés et ce genre de choses, avec un Anunoby qui apporte aussi une certaine flexibilité en termes de match-up. Parfois il peut prendre un tel ou un tel, mais voilà, pour moi les Knicks, c'est le point de bascule, c'est la défense, et est-ce que Towns peut tenir juste assez sur ces minutes, parce que le plan c'est en gros la défense c'est passable, et derrière si on arrive à ce que la défense avec Towns soit juste assez bonne, ça permet de l'utiliser en attaque, et là en attaque on peut tout casser en fait. Ouais, carrément. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Après, les Knicks, c'était une équipe qui était très très forte au rebond aussi en défense, tu vois. Je pense pas qu'avec 4 ça peut baisser à ce point. Même si voilà, Hartenstein et après, faut voir aussi la blessure de Mitchell Robinson. C'est sûr que c'est une grosse perte pour les Knicks par rapport à ça. Mais après, comme tu dis, je pense que les schémas sont très agressifs, et pour le coup ils ont ce qu'il faut pour protéger au mieux 4. Donc sur ça, ce scénario, moi j'y crois, hein, le fait que ça tienne, tu vois, que c'est à un niveau moyen voire bon, et que par contre derrière l'attaque elle est encore plus forte et efficace que l'an passé, quoi, surtout avec 4. Ouais, c'est un peu l'idée. J'en avais d'autres, des points un peu à surveiller, mais je suis pas sûr que ça fasse totalement basculer. Mais tu vois, à quel point tu penses qu'un Mikal Bridges peut apporter beaucoup ou pas dans cet effectif ? Je pense que voilà, pour ce que je viens de dire là sur les schémas agressifs, c'est très bien. Après, pour l'attaque, je pense que son rôle va être limité, clairement. Va y avoir Brunson et Kat qui vont avoir, je pense, un gros usage, et derrière il va ramasser les miettes. Je pense qu'il va tourner autour de 20%. Voilà, dans ce rôle-là de troisième joueur offensif, troisième option, ça peut être pas mal. Donc, je l'imagine bien être efficace dans ce rôle-là. Alors, peut-être pas aussi létal qu'un DiVincenzo l'an passé, mais ça reste quand même un bon joueur, quoi. Après, le truc aussi que l'interrogation, c'est que les Knicks étaient aussi très performants en attaque grâce au rebond offensif. Oui. Et pareil, Hartenstein, c'était l'un des meilleurs de la ligue avec Robinson, justement. Avec Kat, ça va être différent, parce que du coup, le mec va jouer beaucoup plus loin de la raquette. Ça va être différent. Donc finalement, peut-être que malgré une attaque qui paraît plus forte, peut-être que ça va baisser rien que sur ça, en fait. Ça donnait beaucoup de valeur, j'ai l'impression, le rebond offensif à cette équipe. C'est le fameux jeu des possessions, où tu essaies d'avoir plus de cartouches que l'adversaire.
Et en effet, voilà, t'avais quand même des mecs qui étaient très bons là-dessus. Là, t'as un peu moins cet aspect-là. Donc, il va falloir essayer de compenser d'une autre manière. Mais tu vois, je te parlais de Mikal parce que pour moi, c'est aussi un autre point de bascule. C'est quid de la création offensive. Peut-être que ça va passer comme ça. Peut-être que juste Brunson et un peu Towns, ça va passer. Peut-être aussi que ça va pas passer et que en tout cas, on va se retourner, on va se dire, bah tiens, ça manque un peu de créateurs, quoi. C'est cool, hein. Josh Hart, Michael Bridges, plutôt le Michael Bridges le vrai, c'est-à-dire pas trop créateur, mais plutôt role-player. Anunoby aussi un peu pareil. Voilà, il y a aussi peut-être un monde où on se dit, ah mince, juste Brunson en héliocentrique, 40% d'usage et 48 Towns qui est un peu créateur secondaire avec la seconde unité, c'est peut-être pas assez, ou en tout cas, il y a des fois où on aimerait avoir plus, quoi. Donc, c'est à surveiller aussi ce côté, est-ce que la création offensive y est suffisamment, mais on est d'accord. Mais alors, scénario optimiste, où est-ce qu'on se projette? Finale de conférence. J'ai du mal à les voir en finale NBA. D'accord. Par contre, finale de conférence, selon le match-up, je peux les imaginer. J'avoue que moi, pour les Knicks, si ça clique, c'est pas probable, hein, mais si ça clique, je vois bien ça aller taper haut, finalement assez haut, donc pourquoi pas finale NBA, parce qu'il y aurait une question de spacing qui pourrait être à ce point génial. Tu vois, le côté Towns en poste 5, plus tous ces mecs un peu hyper polyvalents sur l'aile, Mikal, Josh Hart, Brunson, Anunoby, etc. Après, c'est vraiment un truc où, ben voilà, Mitchell Robinson revient et il apporte aussi sa défense en rotation. McBride continue un peu à exploser à son échelle. T'as un ou deux bons jeunes joueurs qui émergent un peu de nulle part et qui viennent apporter des minutes intéressantes, etc. Donc, c'est le vrai scénario optimiste. Est-ce que le scénario réaliste, je les vois en finale NBA? Et si on devait faire une hiérarchie, non pas un peu les scénarios, mais si on devait les classer, c'est vrai que je les pense quand même un peu un ton en dessous, en termes de probabilité, un ton en dessous de Boston tout de même, quoi. Voire même des Sixers. Ouais, d'accord. C'était ma question. Est-ce que tu les voyais au-dessus des Sixers ou pas? Ouais, je te rejoins. Moi, je vois quand même du coup les Sixers un peu devant eux. Après, c'est vrai que potentiellement, voilà, si l'attaque roule et si effectivement tu retrouves Robinson et que les rotations sont gérées de manière différente, on va dire, ça peut peut-être cliquer. De toute façon, ça va être l'une des équipes à suivre, hein. Clairement, je pense que le but, voilà, de tous les trades qui ont été faits, c'est de les voir à ce niveau-là, quoi. Au moins, au niveau final de conférence. Donc, à voir. Ouais, j'attends de voir ça avec impatience, même. Et au pire du pire, pas en mode blessure, mais en mode ça clique pas trop, on est quand même top 5, je pense, de conf, tout de même. Je crois que j'ai mis top 6 et pas tête de série. Alors, ouais, je sais pas. Ouais. Alors là, c'est vraiment le scénario pessimiste. Ouais, d'accord. Justement, une équipe comme les Cavs carbure, que les Bucks carburent, ou que le Magic, ou peu importe, qu'il y ait des équipes surprises, voilà, sont nettement plus hauts qu'espérés, et que les Knicks, justement, soit à cause d'une blessure, soit à cause de, je sais pas, un truc qui ne fonctionne pas, tout simplement, d'un point de vue technico-tactique, je peux les voir descendre en dessous du top 4. Par contre, top 6, normalement, sauf catastrophe, ça devrait être validé, quoi. Enfin, je pense, quoi, avec cette équipe. C'est vrai que tout le monde ne peut pas faire son scénario optimiste en même temps. Ça va finir par coincer. Donc, comme tu dis, si on est sur une saison où c'est les Cavs, par exemple, qui explosent et les Bucks sont pas mal, bon oui, tu peux pas avoir tout le monde dans le top 3. Hein. Donc par définition. Donc je te rejoins, mais ouais, j'ai du mal à les voir descendre très bas. Hormis blessure, évidemment, ou gros trucs comme ça, mais top 5, top 6, c'est un peu, au moins, à mon sens, très bien pour les Knicks. Et donc, on peut finir avec Boston. Quel est pour toi le point de bascule des Boston Celtics 2025, pardon. Pour moi, ça va être les match-up en play-off. Ce que j'ai mis, parce que du coup, la saison régulière, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais moi, c'est vraiment ça. Quel match-up les Celtics vont avoir en play-off? L'an passé, ils ont eu un peu de chance au niveau des match-up, et aussi des blessures des joueurs des équipes adverses. Cette année, voilà, ça peut être un point de bascule pour moi. Enfin, je sais pas si t'es OK avec ça. J'avais le secteur intérieur, moi. Intérieur parce que mine de rien, alors je sais que tu sais quand il y a un champion en titre, tout le monde le voit toujours très beau, très fort, intouchable, alors que en fait on a rarement de back-to-back. Mais il y a un peu toujours ce truc, et je sais pas si je suis un peu plus bas que la moyenne, mais je me dis attention,
pour l'an prochain. Parce que on a Porzingis qui est habitué à être blessé, qui va être blessé toute une partie de l'année. Son backup qui a été fabuleux en playoff, mais même à un point où on l'attendait pas, c'est Al Horford. Sauf que Al Horford, si t'enlèves les playoffs en saison régulière, il était un peu inquiétant. Et bon, heureusement, il a fait son run de playoff magnifique, hein, mais bon, je suis pas rassuré. Qu'est-ce que si Al Horford ça va pas trop et qu'il doit être titulaire beaucoup, qu'est-ce que ça donne? Et derrière, t'as un peu, t'as un peu prévu le coup avec. Moi, Luke Cornett, je suis pas très fan, je suis pas trop dans le délire, mais bon, il fait acte de présence, hein, Luke Cornett. Mais non, le point de bascule, je sais pas, mais est-ce que ça peut marcher, le Xavier Tillman, tu vois? Parce que, mine de rien, si Porzingis est blessé une moitié d'année et qu'Al Horford est pas top, est-ce qu'il va pas être un peu poussé sur le devant de la scène dans la hiérarchie, en fait, Tillman, est-ce que ça peut marcher ou pas? Enfin, moi j'aime bien, c'est un mec hipster hein, depuis des années, hein, Xavier Tillman à l'époque de Michigan State, etc. Mais bon, il y a aussi certaines faiblesses de profil, il n'y a pas de shoot, il y a du passing, il y a de la défense, il y a du rebond, il y a plein de trucs très cool, mais c'est pas parfait non plus, ça s'est jamais non plus imposé de manière évidente. Donc il y aurait ça à noter, ou alors, est-ce qu'on ne pourra pas avoir une émergence de le rookie de l'an passé, là, Jordan Walsh aussi, qui pourrait peut-être un peu aider au niveau L un peu intérieur, mais tu vois, j'avais ça en point de bascule parce que pour moi, c'est pas automatique qu'ils vont faire genre 70 victoires, un peu dans le mood ouais, non, mais ils sont champions, ils sont trop forts. Je sais pas, moi, je sais pas ce que t'en penses, mais entre l'âge d'Orford et les blessures de Porzingis, je me dis à surveiller parce que c'est pas évident, quoi, c'est pas gagné d'avance. Ouais, mais moi je suis d'accord avec toi dans le sens où, tu vois, quand je parlais de match-up en play-off, je pensais justement à ces équipes qui pouvaient justement sur ce secteur intérieur leur causer beaucoup de soucis. Je parlais tout à l'heure d'Orlando, je pense aux Sixers en particulier. Mais moi je pense que, tu vois, malgré ça, en saison régulière, ça fera quand même... Enfin, moi je les vois mal complètement passer à côté de leur saison régulière et descendre en dessous du top 2. Tu vois, pour moi, top 2, c'est pas que c'est acquis parce qu'il faut les jouer les matchs, il faut les gagner. Mais je pense qu'il y a assez d'assurance, tu vois, avec l'assurance aussi d'avoir gagné ce titre, tu vois. Je pense que ça peut suffire, mais effectivement, la question, c'est de voir en play-off. Parce que, enfin, toi, ce que tu pointais, c'était dès la saison régulière. Moi, ce que je pointais, c'était plutôt ce qui se passait après, en fait. Ouais. Mais je cible la même chose que toi, en tout cas. Je pense que ça peut, dès la saison, poser problème, quoi. Parce que c'est pas pareil de faire une saison complète avec Porzingis et Al Horford en rotation, ou alors de devoir mettre sur le devant de la scène Tillman, parfois titulaire, parce que Porzingis est à l'infirmerie et que Al Horford est blessé, et donc ta rotation, c'est Tillman et Masquita, quoi. Ou Tillman, Luke Cornett, quoi. Je pense que ça va être encore très très bon. Mais voilà, ça a aussi des implications sur genre, tu peux pas faire de switch, tu peux pas pratiquer ce genre de schéma forcément, ou alors tu peux pas avoir un protecteur de panier en roamer comme avec Porzingis, etc. Donc je suis pas inquiet non plus, mais je vois bien, je peux imaginer une saison un peu cata, scénario pessimiste de mince, on est que quatrième parce que ça a été compliqué toute l'année à l'intérieur, quoi. Donc voilà, après je dis ça, mais si c'est vraiment compliqué, Brad Stevens va nous sortir un coup du genre, je sais pas moi, ils vont échanger Oshae Brissett contre Nikola Jokic. Voilà, c'est un peu les coups à la Brad Stevens qu'il est capable de faire. Mais voilà pour le pessimiste. Et alors pour l'optimiste, par contre, le scénario où tout clique, où Porzingis est de retour sur pied, où Al Horford il a 25 ans, où tout le monde marche bien, ou peut-être tout même MVP. Bon, ça va au titre, on est d'accord. Ouais, back-to-back. Moi, ouais, clairement. En tout cas, finale NBA. Après, de toute façon, ça joue tellement à peu de choses au très très haut niveau que ça peut basculer aussi très très vite. Mais ouais, moi je les sens plutôt dans cette dynamique-là. Après, j'entends totalement tes craintes et tes réserves par rapport à Porzingis et Horford. Alors peut-être que moi je suis biaisé par ce qui s'est passé l'an passé et que je vois pas comment le scénario pessimiste peut arriver. Donc ouais, moi je les vois quand même dérouler encore une fois jusqu'au play-off, et pour moi ça peut sortir dans le pessimiste dès les demi-finales de conférence, hein, selon le match-up comme je disais. Donc après à voir. Ça c'est évident. C'est évident qu'à chaque fois, chaque année, moi je le répète, mais chaque année le champion en titre, si l'année d'après il se fait sortir mauvais match-up au deuxième tour, tout le monde dit ouais c'est une cata. Bah non, c'est juste que ça se joue vraiment à pas grand-chose, quoi, ce genre de série de play-off en fait. Bah ouais, on l'a vu avec les Nuggets. Voilà. Exactement. C'est la NBA comme ça, c'est pour ça que c'est aussi cool aussi.
Mais non, mais voilà, j'ai parlé du pessimiste, mais l'optimiste, je répète, mais si on a un peu explosion du Jordan Walsh qui a été mis sous couveuse l'an passé, lui qui confirme, on a aussi, tu vois, Tillman, pareil, un joueur que j'adore, si pareil, lui, il est amené à jouer plus et qu'il confirme. Sam Hauser, je pense, peut prendre encore plus de place dans la rotation avec son shoot d'élite, et en plus, il est assez viable en défense. Plus Springer, pourquoi pas, hein, Jaden Springer qui se développe aussi, que moi j'aime bien, mais voilà, je pense que je suis pas non plus inquiet. Je pense qu'on est quand même sur une équipe qui finira première à l'Est, ou en tout cas dans le top 2 de manière assez réaliste, et qui, je pense, voilà, c'est demi-finale de conférence, deuxième tour, t'es dans le top 4 de ta conférence, et après ça se joue question match-up, question réussite. Tu vois, les Nuggets, ils sont éliminés. Ils sont éliminés alors qu'il y a un comeback de malade, match 7, deuxième mi-temps, quoi. Mais sinon, ils passaient. Et qu'est-ce qu'on aurait dit? Enfin, bref, c'est toujours comme ça. Et alors, vu qu'on a fini, est-ce qu'on a fini d'ailleurs? J'ai oublié personne, hein. J'ai toujours peur dans ce genre de podcast que j'oublie une équipe. Non, on a cité tout le monde. En tout cas, merci beaucoup Fred d'être repassé sur Basket Lab pour ce format de preview 2025. Je t'en prie et merci de l'invitation, parce que c'est cool de faire une preview et c'est cool d'avoir passé à moi, donc merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour nos 2 conférences, ça y est, on a fait 2 sur 3 pour nos previews. Le format, le champ des possibles pour l'Ouest et ensuite pour l'Est comme aujourd'hui. D'abord, première chose, n'hésitez pas à venir en parler sur le Discord, l'espace est fait pour ça. Et puis également, donc, j'ai dit à peine 2 sur 3 puisque, en effet, nous avons un 3e numéro pour venir compléter ces previews Est et Ouest. Ça va être notre grand over-under comme l'an passé. Donc un over-under, des paris pour la saison 2025 sur tel joueur, telle équipe, tel niveau de jeu, etc. pour compléter notre trilogie de preview 2025. Donc ça, ce sera demain, la prochaine fois. Demain, jour de reprise NBA, le mardi 22 octobre. Et puis après, ce sera les matchs. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Frédéric d'être passé sur le Basket Lab. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.